Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode post-Top 32 du TSLH podcast. Pourquoi l'épisode s'appelle Top 32 de mi-saison Aftermath? C'est parce que dans les prochains épisodes, on va recevoir Seb. Pascal va venir aussi sur un épisode comme à l'habitude. Je vais recevoir aussi Simon Servant. À la gang, on va présenter des joueurs qui ne se sont pas classés dans nos top 32. Puis on va vous présenter leur profil, nos évaluations de ces joueurs-là à la mi-saison. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont écouté, regardé le podcast du top 32. C'est 5h50 de contenu qu'on a créé pour vous. Nous, on a eu un plaisir fou à faire cet épisode-là. Puis on est vraiment content que les gens aient été nombreux à nous écouter, à consommer le contenu. Donc, merci beaucoup. On a beaucoup de contenu qui s'en vient également. Donc, merci d'avoir partagé également le podcast. On a des capsules, des épisodes qui s'en viennent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, YouTube, notre chaîne YouTube également, et surtout à notre Patreon. Merci aux membres Patreon d'être toujours au rendez-vous. Je rentre Seb dans l'épisode parce que c'est Seb aujourd'hui qui va être avec moi pour présenter les 5 espoirs exclus de son top 32 qui voulait nous parler aujourd'hui. Seb, comment ça va aujourd'hui? Super bien. Et toi? Yes, ça va bien, ça va bien. Pas trop brûlé de ce marathon de podcast. Je sais que nous, sur le podcast en général, on a pris une semaine de break, mais c'était quand même du stock enregistré pareil. T'as-tu eu le temps de récupérer un petit peu, là? Ouais, puis j'ai un petit peu une stratégie différente cette année, puis ça me fait du bien. Là. J'ai un petit peu moins de visionnement que les autres années, mais j'ai pas d'écœur en titre avec les stretches avant les releases de prélim puis de mi-saison. Fait que ça fait du bien. J'ai même pas pris de break depuis le prélim. Je continue juste sur le même beat. Fait que ça va bien. Ah, c'est bon, ça. Dans Moutou, cette année, la méthodologie est un petit peu différente là, avec les game reports qu'on fait sur Patreon. Je te dirais que la prise de notes se fait directement dans les game reports, donc j'ai sauvé quand même du temps pas mal malgré toutes les inconvénients de la vie de tous les jours qui on peut pas tout le temps regarder non plus des matchs et tout ça, mais fait que mon nombre de visionnements a légèrement baissé, mais je comparais à l'année passée, puis c'est pas tant dramatique que ça pareil. Seb, habituellement dans les podcasts, on a commencé avec Pascal à parler d'un petit sujet de l'heure. Puis je tenais à ce qu'on fasse ça aussi dans cet épisode-là. Donc avant de commencer à présenter tes espoirs que tu veux nous parler, qui sont en dehors de ton top 32, je suis curieux de t'entendre sur un des sujets qui va probablement faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines semaines sur les différentes tribunes, les réseaux sociaux, dans les radios, podcasts et whatever. Évidemment, c'est la date limite des transactions qui approche dans la Ligue nationale de hockey. Du côté des Canadiens, un nom circule, gravite de plus en plus dans les rumeurs de transactions et c'est David Savard. Évidemment, il y a Jake Allen parce qu'on sait le trio de gardiens, on veut mettre un terme à cela. Mais avec la transaction de Chris Tanev vers les Stars de Dallas, évidemment, David Savard rebondit dans les rumeurs de transaction. Donc, de ton côté, Seb, partisan du Canadien que tu es, adepte de la reconstruction que tu es également, est-ce que David Savard est un candidat pour être échangé à la prochaine date limite des transactions? Assurément. Par contre, où je mets un bémol, c'est que c'est pas un joueur pour moi qui est à donner. Parce que de ce qu'on entend, il y a une très grosse influence sur tout ce qui se passe dans la chambre avec les jeunes, très très positif dans tout ce qui est dans l'entourage de l'équipe. Fait que pour moi, c'est sûr que si tu as un prix qui vaut la peine pour David Savard, tu peux pas dire non. Maintenant, est-ce que tu le laisses aller pour quelque chose qui te rapporte pas grand-chose? C'est beau la reconstruction, mais je pense que c'est important que les jeunes soient encadrés aussi. Là, on a vu ce que ça a donné à Edmonton pendant plusieurs années où on a repêché beaucoup de bons jeunes joueurs, mais ces jeunes joueurs-là n'étaient pas encadrés vraiment. Je pense que tout le monde a son prix.
si on se fie aux dernières années avec les prix payés pour des Ben Chiarot et compagnie, c'est sûr que je pense que tu n'as pas le choix d'écouter les offres pour David Savard. Mais tu sais, c'est sûr que je ne le laisse pas partir pour un choix de deux, par exemple. Là. Pour moi, ça commence avec un espoir de qualité ou un choix de première ronde, puis tu bâtis autour de ça. Ensuite, ben, s'il y a une équipe qui est prête à payer ça, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'écouter. Puis tu peux trouver d'autres bons vétérans sur le marché des agents libres ou quelque chose comme ça l'été prochain pour venir faire un petit peu le même travail là, pour les prochaines saisons. Ouais, je suis pas mal du même avis. Puis, tu sais, on a vu aujourd'hui les Flames de Calgary qui ont mentionné ne plus vouloir échanger Mark Strom parce qu'ils veulent pas lancer le message à l'équipe qu'on retombe en reconstruction. Euh, mais, tu sais, à Montréal, je pense qu'on le sait, là, que l'équipe est en reconstruction. Euh, Fait que, tu sais, message ou non, je pense que ça change à rien, mais tu sais, effectivement, David Savard, qui est un peu le parrain des jeunes dans l'équipe, euh, puis tu sais, on en a parlé avec Sean Monahan, tu sais, comme quoi qu'à un moment donné, c'est beau avoir des vétérans, mais les joueurs qui ont une valeur, faut profiter de cette valeur-là. Puis je pense que ça a été fait dans le cas de Sean Monahan. Mais je suis quand même d'avis qu'un gars comme David Savard, s'il ne te rapporte pas un choix de première ronde, il faut que tu le gardes dans l'équipe. Justement pour cet argument-là euh, du, du vétéran, dans le fond, le vétéran de l'équipe et tout. Il y a Pierre-Luc, dans le fond, qui mentionne être bien d'accord avec toi, là, Seb, dans les commentaires, qui échange pas Savard à moins d'avoir un premier choix ou un espoir intéressant euh, contre les services de David Savard. Si on procède à une transaction puis qu'on va chercher un espoir intéressant, est-ce que tu pencherais pour un espoir en offensive, en défensive et est-ce qu'il y a des noms en tête qui pourraient te venir rapidement contre les services de David Savard? Moi, je pense qu'on manque d'offensive à Montréal. Là. Je pense qu'on commence à être très bien garni en défensive. Là. Moi, je pense qu'on manque de talent offensif. Après, ben, tu sais, tout est une question de quelle équipe est intéressée aussi par les services de David Savard. C'est sûr que on a parlé de Callum Ritchie peut-être quand on parlait de Sean Monahan au Colorado. C'est un joueur qui va très bien cette année, qui peut être intéressant. Euh, ben, tu sais, c'est ça, je suis pas tellement au fait de quelles équipes ont sorti un petit peu dans les rumeurs qui pourraient être intéressées. Mais tu sais, des espoirs dans ce calibre-là, un petit peu des gars qui ont été repêchés dans la deuxième moitié de la première ronde, qui font bien en ce moment. Euh, tu sais, là, on avait entendu Dallas, mais là, ça se fera pas, étant donné qu'ils sont allés chercher Tanev. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'un gars comme Maverick Bourque aurait été excessivement intéressant. Maintenant, est-ce que les Stars voudraient rajouter un autre défenseur? Je pense pas. Moi, c'est des gars dans ce moule-là que j'irais chercher. Tu sais, des gars à la Yuri Kulich, des gars de fin de première ronde, mais je pense pas que Buffalo soit dans la course en ce moment pour un gars comme Savard, ils sont pas dans les séries et tout ça. Fait que, c'est ça, c'est difficile de savoir, dépendant c'est qui l'équipe, là. Mais un espoir de ce calibre-là pour moi ou un choix de première ronde, c'est là que la discussion commence. Le choix de première ronde devient intéressant étant donné qu'on a celui des Jets parce que les combinés peuvent te faire monter au repêchage. Là. Fait que Moi, ça peut devenir une option qui est intéressante. j'ai l'impression que des espoirs comme Maverick Bourque seraient toutefois inatteignables là, contre Savard parce que, tu sais, Chris Tanev, à ce qui paraît, dans les rumeurs, aurait demandé Maverick Bourque et Logan Stankoven. Un des deux, dans le fond. Puis c'était assurément non. Là. Fait que, tu sais, je pense que la valeur de Tanev peut quand même être proche de Savard. Proche quand même. Je sais que le Lightning avait été discuté un petit peu dans les rumeurs au niveau de David Savard. Tu sais, c'est un gars qui a déjà joué là-bas. Mikhail Sergachev est blessé. On a de la flexibilité sur le cap à cause justement de l'absence de Sergachev. Fait que, tu sais, est-ce qu'un gars comme Ethan Gauthier pourrait être intéressant pour les Canadiens? Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. La- L'endroit où ce que j'accroche, moi, personnellement, c'est que si tu vas te chercher un espoir, puis mettons un espoir, mais pas de choix au repêchage, tu sais, cet espoir-là, mettons, pas que tu es pogné avec, mais tu, sais, tu le prends pour espérer le développer puis l'amener à un plafond
XYZ, par exemple. Tandis que le choix au repêchage, tu sais, des fois, on dit, ouais, un choix au repêchage, c'est suspect, on sait pas ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que dans une transaction au repêchage, exemple à la Kirby Doc ou à la Alex Newhook, c'est plus facile d'utiliser le choix de première ronde dans une transaction pour aller te chercher un joueur établi que, mettons, d'utiliser l'espoir que tu es allé chercher puis de le rééchanger au repêchage. Fait que moi, je pense que je pencherais pour un choix de première ronde, peut-être un petit peu plus que pour un espoir dans le cas de David Savard. Là. Ouais, ben, il y a aussi le fait que, tu sais, moi j'aime beaucoup Ethan Gauthier, mais je pense qu'il est dans un profil qu'on a beaucoup là, de middle six maximum, peut-être plus troisième trio. Fait que je pense que des gars dans ce moule-là, on a déjà vraiment beaucoup qui peuvent lutter pour ces chaises-là. Le côté que j'aime, c'est que quand tu commences à accumuler les choix de première ronde aussi, ben, tu peux essayer de swinger pour la clôture une couple de fois, puis au pire, tu vas en avoir un sur deux, un sur trois que ça va Ouais, fonctionner, là. Fait que je pense que tu peux essayer de viser les gars qui ont des petits drapeaux rouges un petit peu, des incertitudes, mais que tu y vas au volume un peu, puis c'est sûr qu'il y en a un ou deux là-dedans que ça va marcher à quelque part. Tu as des munitions pour essayer ces choses-là. exact. Puis Pierre-Luc en commentaire sur Patreon nous demande Isaac Howard pourrait-il être une cible? Effectivement. T'sais, Isaac Howard, c'est un attaquant qui était quand même classé haut dans les listes, mais qui a descendu possiblement parce que premièrement, c'est pas un joueur de gros gabarit, puis son offensive à son année repêchage, je crois que peut-être plusieurs recruteurs estimaient qu'il accumulait des points en raison de son trio avec Nazar, par exemple. Fait que, puis c'est un gars qui a eu de la misère beaucoup à sa première année NCAA. Fait que c'est sûr que sa valeur n'est pas super élevée présentement. Mais tu sais, à quel point tu as besoin d'un Isaac Howard dans ton pipeline. Si tu arrives au repêchage et tu veux faire une transaction à la New Hook, je pense que ce serait plus réalisable avec un choix de première ronde qu'avec un gars comme Howard, dans le fond. Mais Isaac Howard, le changement d'heure a vraiment fait du bien. Cette année, il connaît une très très bonne saison, puis ça va beaucoup mieux. Donc, si c'est un gars que l'organisation aime beaucoup, tu peux te permettre de prendre la chance. Tu sais qu'est-ce que à quoi t'attendre de ce gars-là. Mais je suis un petit peu d'accord avec toi. C'est quand tu deviens à avoir un choix de première ronde, ça devient un choix de l'organisation beaucoup plus qu'un joueur qui t'est imposé. Là. Fait qu'à moins que l'organisation cible vraiment un joueur en particulier, puis que l'équipe est prête à laisser partir ce gars-là, là, c'est autre chose. Comme on a ciblé un petit peu avec Dak, qui était vraiment un joueur qui était clairement ciblé. Mais c'est ça, je pense que c'est une question de fit, puis de timing, puis de quelle équipe est intéressée, puis qu'est-ce que ces équipes-là sont prêtes à donner. Tu parlais un petit peu de l'échange de Tanev tantôt. Moi, un 2 un 3 puis un espoir B, pour moi, je le garde, là, David Savoir. Si c'est ça la Ouais. valeur, honnêtement, rendu là, je le préfère à Montréal, puis on verra s'il y a une plus grosse valeur l'année prochaine, rendu là, ou quelque chose comme ça, mais pour moi, c'est pas assez. Ouais, puis tu sais, tu le dis, peut-être que sa valeur va être plus haute l'année prochaine parce que le club va avoir progressé. Le club va être, en tout cas, on l'espère, du moins chez les partisans, j'imagine, que le club va être meilleur. Puis son contrat se termine l'année prochaine. Il se termine pas cet été. Fait que tu as quand même la possibilité, si tu n'as pas ton prix à la date limite 2024, de repousser ça à l'été, au repêchage, ou de repousser ça à l'autre date limite en 2025. Fait que ça te donne quand même du temps pour évaluer justement le prix que tu peux recevoir pour David Savard. La seule chose, c'est que si tu procèdes cette année, comme il reste une année à son contrat, il y a des équipes parfois qui sont prêtes à dépenser un petit peu plus pour justement que ce ne soit pas un joueur de location. Je pense, mettons, à Edmonton, que dans les rumeurs, on mentionnait que Philippe Broberg n'était pas à échanger contre un joueur de location, mais que si le joueur visé a du terme, donc qui a quelques saisons de plus à son contrat, on pourrait peut-être penser à l'échanger. Lui, Xavier Bourgault, Raphaël Lavoie, ils n'ont pas grands espoirs, là, les Oilers, mais c'est pas mal ça qu'il y a de meilleur. Fait que c'est ça, il y a des équipes qui sont prêtes à dépenser un petit peu plus pour des gars qui ont des contrats encore valides. Fait que c'est ça. Mais tu sais, faut pas se fâcher là, si David Savard n'est pas échangé à date limite des transactions. Premièrement, c'est une bonne chose pour les jeunes. Puis deuxièmement, ça voudra dire que Kent Hughes n'a pas eu son prix, tout simplement.
Je pense qu'il a fait ses preuves. Kent Hughes, il est quand même assez opportuniste pour jauger puis pour capitaliser sur la valeur de ses actifs. Fait que je serais pas déçu non plus comme toi là, de voir que David Savard est un Canadien passé le 8 mars prochain. Alright, c'est ce qui fait le tour de notre petit sujet de l'heure. Maintenant, on va passer au bloc principal, au sujet qu'on voulait se parler, toi puis moi, j'allais dire Pascal. Ça se peut que je te rappelle Pascal hein, pendant l'épisode, parce que la dernière fois que tu es venu sur le podcast, ça a l'air que je t'ai appelé Pascal, puis je m'en suis pas rendu compte. Je suis tellement habitué qu'il soit là que c'est ça. Il y a une différence d'un pied. Ouais, effectivement. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez le menu de l'épisode actuellement, les joueurs qu'on va parler dans l'épisode. Je commence ça tout de suite, Seb. J'ai quand même été surpris. Moi, c'est un joueur que je connais pas. J'ai hâte que tu nous en parles. Jared Woolley, un défenseur des Knights de London. Je suis allé voir rapidement ses mensurations, ses statistiques. Un défenseur gaucher de 6 pieds 4, 214 livres. C'est un gars qui a eu 18 ans il y a quelques jours, en février. Et puis, joue pour les Knights de London. A commencé la saison avec dans la Go JHL. Je suis curieux de t'entendre sur Jared Woolley. Ouais, faut pas s'attendre à des prouesses offensives de ce gars-là. Là. C'est pas un joueur qui est incroyable avec la rondelle. Je pense que c'est la partie qui a le plus besoin d'améliorer. Tant au niveau de le côté sortie de zone, relance. Je pense que c'est là-dessus qu'il doit travailler beaucoup. Mais moi, je le trouve vraiment excellent en défensive. Il est physique, il est mine, il est fort. Puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un gars qui a pas beaucoup de temps de jeu en ce moment à London. Là. Tu sais, j'ai pas passé toutes les équipes une par une, là, mais je suis pas sûr que je me jette à l'eau en risquant de me noyer si je dis que London a probablement une des meilleures, si c'est pas la meilleure défensive de toute la CHL. Là. Fait que tu sais, c'est sûr que quand tu as des gars comme Oliver Bong devant toi, Sam Dickinson, tu as des j'ai un blanc de qui d'autre joue à London avec lui, là. Mais tu sais, t'as Isaiah George. Fait que tu sais, c'est des gars qui prennent excessivement beaucoup de minutes de jeu. Puis tu sais, j'ai justement regardé un match hier de Woolley, là, puis il a été une grosse partie du match à pas jouer jusqu'à temps que le match devienne un petit peu moins serré, puis que là, on lui a donné des minutes en fin de match. C'est un petit peu le même constat dans le cas de Henry Brustevich, le frère de Hunter, qui joue à London, qui est aussi très très bon, un choix qui va être éligible pour l'année prochaine. Mais c'est des gars que, tu sais, Buskevich avait un beau temps de jeu au début de l'année, mais là, l'équipe est tellement compétitive, ça s'en va tellement bien que ces gars-là, leur temps de jeu diminue beaucoup parce qu'on joue pour gagner et non pour développer cette année. Mais c'est un gars que je trouve très très bon dans ses couvertures défensives. Il est intelligent dans son placement, bon bâton, gros gabarit, t'en as parlé. Puis tu sais, il est physique, le long des bandes, il gagne ses batailles, il est fort. Fait que c'est pas un gars que tu vas voir ressortir du lot qui va faire des grosses flamèches puis des highlights. Mais pour moi, il est vraiment, vraiment efficace. Je suis un petit peu surpris de le voir 139e sur la liste de la centrale de recrutement. Là, il est vraiment très, très bas. C'est pas un gars que je peux dire que je vais classer, qui se bat pour ma première ronde en ce moment. Mais en ce moment, moi, je l'ai dans ma deuxième ronde parce que l'efficacité qu'il y a au niveau défensif, je trouve ça vraiment intéressant si je combine ça avec le gabarit et tous les autres outils. À quel point il va réussir maintenant à s'améliorer avec la rondelle, ben, c'est sûr que s'il veut que ça fonctionne, il va falloir qu'il devienne au moins une petite coche de plus de ce côté-là. C'est pas catastrophique, là, mais c'est un gars qui a un petit peu des mains de béton quand même, puis tout ça, là, que va falloir que ça prenne un step de plus de ce côté-là. Mais je suis assez confiant que l'année prochaine, quand il y a des gars qui vont partir et qu'on va lui offrir plus de temps de jeu, plus d'opportunités, je pense qu'il va avoir les chances et les capacités pour progresser beaucoup de ce côté-là. Est-ce que c'est plus un gars que tu vois sortir vers le milieu du repêchage, peut-être à la fin? Parce que, tu sais, je pense pas que la Go GHL soit une ligue nécessairement super attirante pour les recruteurs, mais s'il tombe dans l'œil présentement à London, reste qu'il y a quand même une moitié de saison de moins que la majorité des espoirs. Fait que penses-tu que ça peut jouer sur son rang de sélection?
Ben, malgré le peu de temps de jeu qu'il joue, je trouve qu'il progresse bien. Fait que ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est toujours une question de, tu sais, il y a le profil. Fait que à quel point tu as une équipe qui te dit, hey, moi, ce gars-là, rendu à tel rang, je prends une chance avec. C'est un petit gars, un gars qui peut sortir un petit peu n'importe où, je pense, là. Euh, ça dépend toujours de à quel point tu penses qu'une autre équipe peut aller le chercher tôt puis tu veux pas le perdre. Assurément, je le vois sortir plus à partir de la moitié du repêchage. Là, je pense pas qu'il sorte vraiment avant la mi-troisième ronde. Moi, en ce moment, je l'ai plus haut que ça. Mais je mise un petit peu sur à pitcher un 25 cents dans les airs puis à espérer que la progression se passe bien de son côté. Mais ouais, c'est pas un gars que je m'attends assurément qui sort dans les 2 premières rondes. Ouais, puis tu sais, au final, le principe de faire une liste, c'est de classer les meilleurs espoirs en fonction de la projection. Fait que tu peux l'avoir tu sais, autour de 35, 40, 50. Tu sais, ça reste deuxième, fringe, troisième ronde. Tu sais, même s'il sort en sixième puis en septième, dans 7 ans, mais qu'on ressorte ta liste, puis que Jared Woolley, mettons, c'est un gars de top 4, mettons, deuxième paire, qui joue sur le piqué, qui est physique dans la Ligue nationale, ben, on va ressortir de ta liste, puis on va se dire, hey, il avait vu de quoi dans ce gars-là. Tu sais. Ben, je pense qu'une des choses qui peut l'aider peut-être à se faire remarquer, c'est qu'on a Sam Dickinson dans l'équipe, que beaucoup de recruteurs vont aller voir assurément. Donc, par la bande, il va être vu. C'est pas comme s'il jouait dans une équipe là, de fond de classement, qu'il n'y a pratiquement pas de joueurs intéressants cette année, puis que les équipes vont moins voir. Malgré qu'il ne joue pas beaucoup, ben, je pense qu'il va être capable d'attirer l'œil un petit peu et de faire comme oh, OK, c'est qui ce gars-là? Ouais, il peut être intéressant pour les rondes un petit peu plus tardives. Ouais, puis tu soulignais aussi que c'est un gars qui a progressé malgré sa moitié de saison. Il est comme arrivé sur le tard à London. Mais tu sais, il faut pas se surprendre qu'un joueur progresse à London. Tu sais, ça reste une bonne organisation. Fait que, effectivement, ça peut être des facteurs attirants tu sais, pour un recruteur. Là, tu sais. Effectivement, puis tu sais, c'est le côté un petit peu lame à deux tranchants, c'est que London a une excellente réputation pour développer les jeunes, mais ils sont tellement dans une situation cette année où ils sont vraiment, vraiment bons que ça devient difficile un petit peu à un moment donné. Ton but initial, c'est de gagner quand même avant de développer. C'est sûr que tu vas jouer les vétérans qui te donnent du gros travail à la ligne bleue. Mais j'aime quand même voir que quand les matchs sont un petit peu plus dans la poche ou qu'on commence à distancer les adversaires puis tout ça, ben on essaye quand même de lui donner du temps de jeu puis d'essayer de le faire progresser quand même. Je trouve pas qu'il est mis de côté pour autant. C'est juste que la force des choses fait qu'il est peut-être pas dans le meilleur endroit cette année. Mais tu sais, il y a un petit peu ça aussi dans mon évaluation. C'est que j'ai l'impression que ce gars-là, l'année prochaine, qu'on va lui donner de la place, je pense qu'il pourrait avoir une grosse progression en jouant des grosses minutes à London. Ah, c'est intéressant en tout cas, Seb, parce que moi, j'ai vraiment pas porté attention à Woolley quand je regardais Dickinson. Fait que assurément que pour la fin de saison, c'est un gars que je vais porter attention dans mes prochains visionnements. Euh, Si on passe au prochain, le prochain m'intéresse bien parce qu'on en a parlé dans le top 32. On en a parlé en début de saison aussi. Je pense que c'est un joueur qui a quand même des outils pour intéresser nos observateurs au TSLH Espoir. Thomas Galvis, défenseur de la République tchèque, on l'a vu aussi à l'international dans les tournois. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Thomas Galvis? Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année, Thomas Galvas. Puis j'en veux à mère nature des fois quand je vois des gars qui ont des talents qui m'intéressent comme ça puis qui ont juste été moins gâtés. On a parlé de Lane Hudson il y a 2 ans où on disait si ce gars-là avait plus de gabarit un petit peu, on en parlerait comme un candidat beaucoup plus haut. Mais je pense que, tu sais, sans dire qu'il est nécessairement du même niveau que Lane Hudson, mais je pense que si tu mets Thomas Galvas à 6 pieds 175, on le voit dans beaucoup plus de top 15 dans la majorité des listes. Là, parce que niveau talent, c'est un patineur exceptionnel. Il a une intelligence, un QI hockey qui est vraiment élevé. Malgré son très petit gabarit, là, en fait, il a la même grandeur que Cole Hudson à 5 pieds 10, où ça chicote un petit peu, c'est qu'il est à 148 livres. Donc, à moins qu'il mange de la viande sur un moyen temps, c'est sur le côté physique que c'est plus difficile. En ce moment, en République tchèque, ça va bien parce que c'est pas une ligue qui est physique.
Mais c'est sûr que quand on fait la transposition en Amérique du Nord, c'est là où moi ça me chicote un petit peu. Puis c'est ce qui fait que j'ai le pied sur le frein de monter ce gars-là depuis le début de la saison. Parce que si je lève le pied du frein à un moment donné, puis que je me dis je me laisse aller, puis advienne que pourra, j'y vais en fonction du talent, puis je laisse faire le gabarit. C'est un gars qui va se retrouver dans ma première ronde. Mais j'ai pas été capable de lever le pied encore parce qu'il est à 148 livres, tu sais. Mais il commet pas beaucoup d'erreurs. Il a un excellent bâton. Malgré le gabarit, il veut, là. Il va sur les gars, il lutte pour les rondelles. Il gagne quand même sa part de bataille pour la rondelle. Puis, tu sais, c'est ça, il a une intelligence offensive qui est vraiment, vraiment excellente. Autant que son intelligence défensive dans son positionnement, puis tout ça. Fait que, il y a vraiment, vraiment beaucoup de qualités. Puis, j'ai pas beaucoup de défauts à trouver à Thomas Galvas, outre que son gabarit, malheureusement. Maintenant, ben, le gabarit, il fait partie quand même de l'évaluation et de la projection du joueur. Fait que c'est là où on jongle un petit peu avec ça, puis que le classement vient un peu en conséquence. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait une grosse poussée de croissance, mais je pense pas que ça arrive d'ici la fin de la saison. Puis son poids n'a pas l'air de monter non plus. Tu sais, des fois, tu dis, le gars, il commence la saison à 5 pieds 10, 140, 145, 150, puis à un moment donné, tu vas checker les stats dans l'année, puis t'es comme, oh, il a pris 10 livres. C'est intéressant, mais non, il est encore à 148 livres, le même poids qu'il était au début de la saison. Fait que j'ai hâte de voir le combine si on va le tester, puis voir s'il a pris un petit peu du galon de ce côté-là. Mais il est très très bon. Puis tu sais, même avec les 20 ans cette année au World Junior, quand il a pris la place d'Adam Jiříček, je trouve qu'il a été excellent. C'est un gars qui est vraiment très très bon pour transporter la rondelle. Je l'ai dit tantôt, c'est un excellent patineur. Fait que pour transporter la rondelle, je l'adore. Puis si on recule au prélim, là, quand on avait parlé de Thomas Galvas, on avait mentionné un petit peu que c'est un gars en Extraliga cette année qui a été meilleur que Adam Jiříček. Fait que, tu sais, quand je parle de projection en haut du top 20, top 15, ben, tu sais, je pense qu'on a tous à peu près Adam Jiříček dans les débuts vingtaine. Fait que si on fait vraiment une comparaison talent pour talent de comment ça a été, ça justifie un petit peu ce que je disais dans le top 20, top 15 pour Galvas. Mais Adam Jiříček, de son côté, n'a pas le problème du côté de la stature. Fait que ça lui donne un avantage de ce côté-là. Dans ce que tu me décris, Seb, j'ai l'impression de réentendre des évaluations de Lane Hudson. Honnêtement, puis tu sais, on l'a souvent dit depuis le début de l'année, mais est-ce que Thomas Galva c'est vraiment le Lane Hudson de 2024, c'est-à-dire un petit défenseur qui fait son chemin dans les listes, demeure en dehors d'un top 32, mais que soudainement au repêchage, quand la formation va le repêcher, va mettre la main sur un petit joyau comme Lane Hudson peut être, mettons? Ben, je pense pas qu'il y a la même étincelle, le même effet wow offensivement qu'un Lane Hudson. Tu sais, je dirais qu'offensivement, je pense qu'il est quand même une petite coche au-dessus. Euh, Par contre, je le trouve trois coches au-dessus défensivement. Tu sais, Lane Hudson, c'était quand même des gros points d'interrogation à son année. C'était vraiment le gros effet wow au niveau de l'offensive. Galva, c'est un meilleur patineur que Lane Hudson. Lane Hudson, je trouve qu'il était très très bon latéralement pour faire bouger, changer de direction, tout ça, mais niveau explosion, rapidité, il y avait quand même de l'amélioration à faire. C'est pas le cas de mon côté pour Galvas. Mais c'est ça, il y a quand même une petite coche de plus du côté offensif que Lane Hudson a. Puis dans des défenseurs de ce gabarit-là, ben, il faut vraiment que tu sois excessivement élite pour réussir à démarquer ce qu'on voit avec Lane Hudson jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'à 5 pieds 10, je suis content qu'il soit très bon défensivement, mais c'est pas nécessairement le rôle que tu vas aller chercher dans un gars de 5 pieds 10 de défendre. Tu veux qu'il fasse un bon travail, mais tu veux surtout qu'il puisse t'amener beaucoup d'offensives. Je pense qu'il y a une très belle capacité pour en amener, mais je pense que le plafond de ce côté-là est quand même un petit peu en dessous d'un Ray Hudson. Ouais, c'était ma prochaine question au niveau du plafond parce que, tu sais, dans l'épisode du top 32, on a parlé évidemment d'Adam Jiříček. Euh, je rappelle aux gens qui écoutent, puis, tu sais, c'est même chose. Je sais pas si tu te souviens, moi et Simon Servant, on disait que Adam Jiříček, c'est un défenseur qui ne devrait pas jouer dans la Extraliga. Dans la façon qu'il joue, là, il semblait pas prêt à jouer dans cette ligue-là. Là, maintenant, on a un Thomas Galvas qui joue très bien dans cette ligue-là, qui se débrouille, qui est efficace sur la patinoire, il est capable de transporter la rondelle et créer des choses en transition. Euh, Est-ce que ça veut dire
Ma question va être comme en deux volets, là, mais est-ce que ça veut dire que Thomas Galvas est supérieur à Adam Jiricek ou si c'est tout simplement parce que Galvas s'approche peut-être un petit peu trop de son plafond versus Jiricek qui a encore de l'espace à se développer vers son plafond maximal? Ben, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que je pense qu'Adam Jiricek a tout simplement une mauvaise saison. Comme beaucoup de joueurs avec le stress du repêchage, tu sais, il y en a beaucoup qui ont des mauvaises saisons à leur année de repêchage. Puis, tu sais, on parle toujours de progression sur 3, 4, 5 ans. C'est pas parce que Adam Jiricek n'est pas prêt en ce moment nécessairement pour cette ligue-là qu'il va pas l'être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, comme je disais, on n'a pas les problèmes du niveau du gabarit du côté de Jiricek, mais les problèmes qu'on note dans son positionnement, dans son intelligence défensive, c'est pas des choses qui s'améliorent très bien. Puis c'est la raison, je pense, pourquoi majoritairement on le voit un petit peu plus bas que la majorité des listes qu'on peut voir passer. Un peu comme son frère, on avait des questionnements. Puis ça veut pas dire que les qualités sont pas là. Ça veut juste dire qu'il y a des choses sur quoi qu'on a plus un petit peu de réserve. Puis, tu sais, les choses, on s'est fait un peu bâcher sur Adam Jiricek quand on l'avait, sur David Jiricek, je veux dire, quand on l'avait plus bas au repêchage, mais les choses qu'on a nommées, c'est exactement les choses qui font en ce moment qu'il est healthy scratch souvent puis qu'il a de la misère à s'imposer dans la Ligue nationale. Ça veut pas dire qu'il va pas réussir à améliorer toutes ces choses-là au fil des prochaines années, mais ça fait juste montrer que les points d'interrogation qu'on avait, ils étaient légitimes, puis qu'en ce moment, il travaille sur ces choses-là pour essayer de les améliorer. Fait que, où est-ce qu'il va se rendre? Peut-être qu'à un moment donné, dans 1 an, 2 ans, on va se dire, hey, c'est excellent, il valait son choix au repêchage, puis c'est tant mieux. Mais tu sais, des fois, quand on lève des petits points d'interrogation, ben, c'est un peu là-dessus, puis il y en a qui réussissent à les améliorer, puis il y en a qui réussissent pas à les améliorer, tu sais. Mais c'est vraiment décevant dans le cas d'Adam qu'on ne puisse pas le réévaluer au cours de la saison parce que peut-être qu'il se serait repris en main à un moment donné puis qu'on aurait dit bon, ben, c'est le gars qu'on attendait puis voici, c'est un gars qu'on classe 13-14 au bout de la ligne comme on le voyait peut-être avant la fin de la saison. Dans le cas de Galvas, moi je pense pas qu'il est proche de son plafond. Le seul questionnement que j'ai, c'est est-ce qu'il peut avoir un plafond élevé en Extraliga ou en Europe, ou c'est un gars qui est capable de transférer ça en Amérique du Nord et d'avoir un plafond élevé de ce côté-ci. C'est plus là-dessus que j'ai un questionnement parce que la majorité des ligues en Europe, les joueurs de plus petite stature vont vraiment bien s'en sortir parce que c'est des ligues qui sont beaucoup moins physiques. Mais quand on arrive de ce côté-ci, puis que la Ligue américaine, ça frappe d'un coin, c'est fort, c'est là où j'ai des questionnements, mais c'est pas un joueur, tu sais, même au U20, on l'a vu, c'est physique le U20. Là. On a le Canada, les États-Unis, on a des équipes qui sont habituées de jouer un style nord-américain puis de frapper. C'est pas fait de frapper, Galvas. Là. Il est très très bon pour rouler sur les contacts, pour les éviter. Il a toujours la tête haute. Comme j'ai dit, c'est un excellent patineur. Fait avec la mobilité, il réussit à les éviter. Mais ça reste quand même un point d'interrogation à quand tu vas voir des gars qui sont encore plus gros, encore plus forts, à quel point tu réussis à gagner tes batteurs le long des bandes. Tu sais, t'as beau vouloir, puis pas vouloir te défiler, puis tout ça, t'as une limite, veux pas, à un moment donné, à qu'est-ce que t'es capable de faire avec ta force physique. Fait que, tu sais, t'as des joueurs de cette stature-là, un peu comme Quinn Hughes, qui ont réussi à développer des très belles façons parce qu'ils ont des très bons bâtons, puis qui ont des très belles mobilités, puis qui sont capables de le faire. Fait que, moi, je pense que, tu sais, Galva, c'est pas un Quinn Hughes, mais je vois une intelligence hockey puis une mobilité qui me laisse assez croire qu'il y a quand même une chance de réussir à avoir un impact dans la Ligue nationale parce qu'il y a les qualités qu'un petit joueur demande à avoir pour que ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner? Ben c'est là où c'est là où ça met une retenue sur le à quel point tu le classes haut dans une liste. Un petit peu. Mais comme on le dit souvent, quand tu fais une liste, ça devient une question un petit peu de gestion de risque. Fait que à partir de où tu gères ton risque pour prendre un Thomas Galvas, puis tu te dis, ben, au pire, j'ai gaspillé mon choix, puis dans le meilleur des mondes, ben, ça fonctionne très bien, puis j'ai gagné à la loterie un peu. Puis, ce qui m'intéresse sur ce que tu dis, c'est au niveau de l'intelligence hockey. Tu sais, parce que oui, quand on fait une liste, on veut projeter dans la Ligue nationale qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est très suggestif. Tu sais, la projection qu'on fait d'un joueur, c'est vraiment propre à l'observateur. Tu sais. Mais mettons, il va jour pour jour. Tu sais, moi, présentement, ce que j'ai regardé de Galvas cette année, puis ce que j'ai regardé de Yerichek cette année, euh, Yerichek avait pas l'intelligence hockey pour se démerder dans la Extraliga, ce qui faisait en sorte que ses qualités individuelles ressortaient pas.
C'est un gars qui a des bonnes qualités individuelles. Il l'a montré l'année passée. Puis, Adam Yerichek, là, on se ramène à l'année passée. C'est un gars qui était dans la discussion pour être dans les meilleurs défenseurs de cette cohorte-là. Là. Puis, si c'est pas le meilleur, là. Fait que, tu sais, il y a des choses qui se sont passées. Puis, je pense que justement, l'intelligence hockey en est pour quelque chose. Puis, de l'autre côté, tu as un Thomas Galvis que lui a suffisamment l'intelligence hockey dans l'Extraliga pour montrer ses qualités individuelles et être efficace avec. Fait que là, tu sais, dans la manière qu'on en parle aujourd'hui, c'est comme si Galvis est supérieur à Yerichek, mais il faut pas mettre de côté tout ce que Yerichek est capable de faire aussi. Puis c'est là qu'entre en ligne de compte la fameuse projection qu'on veut faire pour la Ligue nationale euh, entre Galvis et Yerichek. Okay. Ouais. Puis tu sais, moi j'en ai déjà parlé, c'est. Moi, il y a bien des choses qui peuvent s'améliorer au hockey. Mais pour moi, le QI hockey, tu l'as ou tu l'as pas, c'est quelque chose qui s'améliore pas. J'avais dit il y a 2 ans dans ma liste finale, t'as un QI en tant que personne, c'est la même chose au hockey. Tu feras jamais un génie avec un idiot. Si tu as un QI à 120, tu vas avoir un QI à 120. Si tu as un QI à 80, tu vas avoir un QI à 80. Tu ne vas pas augmenter ton quotient intellectuel. Tu as moyen de comprendre plus de choses, d'améliorer un petit peu dans ton positionnement avec la vidéo, des choses comme ça. Mais si tu n'as pas de hockey IQ, tu n'auras jamais de hockey IQ. Fait que pour moi, ça, c'est la base. Parce que si tu veux t'améliorer, il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour t'améliorer à la base. Puis Galvez est là, ce côté-là. C'est ce qui fait que je suis quand même optimiste dans une certaine mesure, malgré le gabarit qu'il soit capable de faire ces choses-là. Maintenant, tu prends un Quinn Hughes dans le top 5 d'un repêchage parce qu'il est phénoménal offensivement. Est-ce que Galvez est assez élevé au niveau de ses qualités offensives pour être un choix top 5 au repêchage? Ben, assurément, la réponse, c'est non. Comme je disais tantôt, à partir de là, ben, à partir de où tu juges qu'il vaut ce risque-là? Un Lennotson, ça a été à 62. Est-ce que c'est la même chose un petit peu qu'on considère pour Galvas? Est-ce qu'on le prend peut-être plus un milieu de deuxième ronde parce qu'on se dit, ben, défensivement, il est une coche au-dessus? Puis d'un repêchage à l'autre, ben, c'est toujours différent aussi en fonction de la force de repêchage et de qui tu cibles. Fait que, c'est un gars qu'on peut facilement voir sortir en troisième, quatrième ronde aussi, là. C'est un petit défenseur de petit gabarit. Fait que je pense qu'il peut sortir un petit peu n'importe où. Puis tant mieux, parce que plus il va descendre, plus le jeu va en valoir la chandelle, je pense, au niveau de la gestion de risque. Exact. Exact. On passe au troisième. On a Sam O'Reilly, un autre joueur des Knights de London, si je ne me trompe pas. J'ai hâte de t'entendre parce que lui non plus, j'ai pas porté attention en regardant les Knights cette année. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sam O'Reilly? Un petit peu comme je parlais de Jared Woolley tantôt, c'est un gars qui est coincé dans une très bonne équipe. Donc, c'est sûr que c'est pas un gars qui réussit à avoir une chaise sur les 2 premiers trios en ce moment. Tu as des Easton Cowan, puis tu as des Denver Barkey, puis tu as une grosse force de frappe à London. Malgré tout, en ce moment, Sam O'Reilly est le meilleur pointeur parmi les recrues de la OHL. Ça va très, très bien. C'est un gars qui a un profil très LNH pour moi. Il est vraiment, vraiment très bon en désavantage numérique. Malgré l'équipe pactée, c'est un des hommes de confiance en désavantage numérique. Il coupe beaucoup, beaucoup de jeux. Il est dangereux même pour aller créer des chances de marquer en désavantage numérique. Très bon en échec avant. Il a des belles qualités offensives. Il est capable de se faire oublier. Il repère bien le jeu. Tu sais, rien c'est un gars qui fait rien de vidéos de highlight là, que tu vas voir passer sur X et faire oh, attends, c'est qui ce gars-là? Je vais aller voir des matchs de lui, mais tout ce qu'il fait est bien, tout ce qu'il fait se transpose bien. Puis, c'est ça, c'est un gars qui réussit à profiter de tout ce qu'on lui donne en ce moment à London, je trouve, puis à faire sa place. Tu sais, il y a un gabarit qui fait parfaitement du sens aussi pour transposer pour la Ligue nationale. Il y a un côté chien un peu aussi, là, le petit côté papier sablé. Je trouve que je le retrouve dans son jeu. Il est capable de terminer ses mises en échec, gagne beaucoup de batailles le long des rampes. Fait que, tu sais, il y a un profil pour moi qui est intéressant puis qui peut très très bien se transposer. Puis avec de la chance, ben, c'est un gars que l'offensive peut juste prendre du galon aussi à mesure qu'il va avoir plus de responsabilités et tout ça. Parce que comme je dis, il produit bien cette année, mais il est dans une équipe où peut-être on aurait plus de chance ailleurs de lui donner des munitions de plus pour produire encore plus que ça.
Fait qu'en ce moment, là, je me souviens plus de ses stats par cœur, là, mais je pense que c'est un gars qui est légèrement en dessous du point par match, peut-être. Là. Mais pour une recrue avec ce qu'on lui accorde comme temps de jeu de qualité offensif, je pense que c'est très bien. Là. Il joue un petit peu sur l'attaque à 5, mais sur une deuxième vague avec évidemment les fers de lance qui prennent beaucoup de temps sur la première attaque à 5. Là. Fait que, ouais, j'aime bien le profil de Sam O'Reilly, là, un peu comme j'aimais des gars dans les dernières années là, à Kamloops avec l'attaquant des Maple Leafs qu'on a vu cette année, un blanc. Mais Grayson Minton. ouais, Fraser Minton, exactement. Puis c'est un gars que je vois un petit peu avec le même genre de qualité et tout ça, mais il y a plus de physique qu'un Fraser Minton. Fait que une corde de plus dans son arc. Puis comme je dis, il y a tellement de belles qualités que je me dis, au gros pire, ben, si l'avantage, si le côté offensif se transpose un petit peu moins bien à la Ligue nationale, ben, il y a plein d'autres choses qui peuvent bien se transposer dans son jeu. Quand j'ai regardé les joueurs que tu m'as parlé, ben, que tu voulais présenter pour l'épisode, quand tu as écrit O'Reilly, j'ai failli t'écrire, ben, on parle pas de la Ligue nationale, là, on parlera pas de Ryan O'Reilly. Là. Parce que moi, Sam O'Reilly, j'avais aucune idée c'était qui. Là. Pour vrai, puis ça, c'est mon défaut là, quand je scout. Là. J'ai trop tendance à porter les yeux sur le joueur que je veux observer. Là. Puis ça fait 2 ans que je me dis, il faut que j'améliore ça. Puis j'ai de la misère, là, honnêtement. Là. Fait que moi, Sam Riley, c'est ça, je ne l'ai pas regardé. Quand je suis allé voir sa fiche sur Elite Prospect, je m'en voulais en sacrifice de ne pas l'avoir regardé. 48 points en 58 matchs pour une recrue de 17 ans encore, qui va avoir 18 en mars. C'est quand même pas négligeable. Euh, Puis ce qui m'a frappé, puis encore là, ben ça, c'est pas un défaut, là, que j'estime pas que c'est un défaut de ma part. Parce que je regarde pas les listes. Je regarde pas les listes. Moi, tu sais, des fois, mettons, la liste de Bob McKenzie, on a regardé le top 32, puis moi, Pascal, on en a parlé dans un podcast. Mais non seulement je n'oublie pas, mais mettons, je pourrais même pas te dire tel joueur était où dans la liste à Bob McKenzie, même si on a fait un podcast là-dessus. Je veux vraiment pas considérer ça. Mais là, j'ai vu qu'il était 34e sur la liste à Craig Button, puis qu'il est 46 sur la liste de Bob McKenzie. Fait que je me dis, ouais, je pense que Sam O'Reilly, il m'a glissé des doigts un petit peu. Là. Je vais être en mode rattrapage pour la fin de la saison, ça c'est sûr, là, parce que de la façon que tu m'en parles, c'est clairement un profil qui risque de m'intéresser. Mais c'est aussi un profil, puis tu me corrigeras si je me trompe ou si je veux trop relier aux Canadiens. J'ai l'impression que c'est un profil qui pourrait intéresser le Canadien en deuxième ronde. Ça se pourrait-tu? Certains, c'est le genre de joueur qui aime, puis j'ai un petit peu le même défaut que toi. Ça m'arrive souvent aussi à retard de faire comme oh attends, c'est qui ce joueur-là? Puis ok, il joue pour une équipe que je regarde souvent, puis je remarque pas. Moi aussi, je suis un petit peu en rattrapage dans son cas. C'est pas un gars que j'ai vu 10-12 fois jusqu'à maintenant. Là. Je pense que je suis rendu à 5-6 fois peut-être que je l'ai vu, puis je suis en train d'augmenter mes visionnements. Moi, je l'ai découvert au match des meilleurs espoirs, en fait. Fait que ça fait pas excessivement longtemps non plus que je le suis. Euh, Puis c'est ça, fait que je suis juste content toutes les fois. Puis je trouve que c'est un gars qui a une belle régularité, une belle stabilité. Tu sais, même si je ne l'ai pas vu beaucoup tant que ça, tous les matchs que j'ai vu le même joueur. Il n'y a pas eu de mauvais match, il n'y a pas eu de match exceptionnel non plus. C'est toujours égal. C'est un gars qui se présente à tous les soirs. Fait que ouais, j'aime beaucoup ce que je vois. Tu sais, si on regarde juste l'année passée, on a un Easton Cowan qui a blowé beaucoup en fin de saison, en deuxième moitié de calendrier aussi à London. Là. Mais c'est ça, tu sais, moi, je peux pas enlever le côté, prends Sam O'Reilly, mets-les dans une équipe plus moyenne, là, sans dire une équipe pas bonne, parce que là, t'as pas de joueur pour jouer avec toi, mais mets-les dans une équipe juste où on est capable de lui donner un petit peu plus d'opportunités puis de chance sur un top 6. Ben, je pense que son 48 en 58 en ce moment, il est peut-être plus autour du point par match ou légèrement au-dessus. Ça va être à surveiller. Effectivement, j'aime que tu apportes la progression d'Easton Cowan en lien avec celle de Sam O'Reilly pendant la saison, en fait. Puis clairement, tu sais, il y a Pierre-Luc en commentaire qui dit, tu sais, peut-être avec le choix des Jets en fin de première ronde, ça pourrait peut-être être une cible intéressante.
J'aime moins son commentaire, Pierre-Luc, avant, là, qui disait que je devrais peut-être regarder les listes générales un petit peu. Là. Je trouve que ça sous-entend qu'il y a certains classements de mes joueurs qui font pas l'affaire. Là. Ouais, ben Non, encore mais là, c'est le choix des Jets, c'est difficile à dire parce qu'il faut que tu te dises que ce choix-là, tu sais, c'est quand même un choix en ce moment qu'on projette plus en deuxième ronde, peut-être, là. Fait que moi, je vois peut-être plus si on allait sur un gars comme lui, tu sais, on va avoir un choix dans les 37, 38, 39 dans ces eaux-là. Je pense que si tu vises ce gars-là un peu plus dans ces eaux-là parce que si on repêche avec le choix des Jets, assurément, tu as des joueurs que, du moins nous, ou assurément le Canadien aussi, ils vont avoir leur propre liste. Ben, tu as des gars que tu vas peut-être avoir 10, 12, 13 qui vont glisser puis être disponibles rendus à 20, 25 avec le choix des Jets. Fait que je trouve ça tôt un petit peu pour aller viser un gars comme ça dans ces eaux-là. Mais c'est ça, c'est jamais impossible, mais je pense qu'il faudrait vraiment que tu aies une crainte de te dire on l'adore, puis on pense qu'une équipe va aller le chercher avant qu'on ait notre premier choix de deuxième ronde, qui va être quand même très élevé. Mais je gagerais pas contre ça, par exemple, avec un choix de deuxième ronde du Canadien. C'est le genre de joueur qui aime bien. alright. Euh, on saute maintenant à Luca Marelli. Je suis curieux de t'entendre sur Luca Marelli. Seb, moi non plus, c'est pas un gars que j'ai tant observé cette année. Fait que qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Marelli? Un gars qui joue dans une équipe, dans le fond, on a parlé beaucoup jusqu'à maintenant de Beckett Seneke dans les deux podcasts qu'on a fait. Il joue pour la même équipe avec Oshawa, une équipe qui a commencé quand même de façon très ordinaire la saison, pour qui ça va de mieux en mieux, puis en ce moment, ça va super bien. C'est un défenseur qui est très mobile, qui a une belle capacité à appuyer l'attaque. Il est vraiment capable de se démarquer puis de se rendre disponible en option de passe pour les coéquipiers ou pour ouvrir le jeu. C'est pas un gars que je trouve mauvais défensivement, là, généralement. Tu sais, des fois, il se cherche un petit peu, mais c'est pas un gars qui te coûte grand-chose défensivement. Sans être un stud, je trouve qu'il va pas nécessairement te nuire dans ta défensive, puis il est capable de couper des jeux quand même. Mais c'est ça, il est capable de pivoter un attaque à 5 de super belle façon, une belle latéralité. Moi, je voudrais qu'il améliore son tir. Là. Je trouve que s'il y a, qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort de son arsenal où je le vois devoir travailler quelque chose, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vélocité dans son tir. Fait que ça lui rend pas justice de ce côté-là. C'est plus un gars qui va diriger des rondelles au filet puis espérer qu'il y ait des déviations, des retours, mais je pense qu'il serait beaucoup plus efficace en améliorant son lancer. Mais c'est ça. Capable de très très bien ouvrir les boîtes défensives puis repérer ses coéquipiers pour les lignes de passe. Je pense qu'il pourrait assurément se trouver une place sur un deuxième avantage numérique dans la Ligue nationale. Puis s'il continue à progresser défensivement, ben comme je dis, tu sais, si ce gars-là il joue sur ton cinquième, sixième défenseur, puis tu peux le faire jouer sur une deuxième attaque à 5 au niveau de la Ligue nationale, je pense qu'en fonction du rang où il risque de sortir, ça peut devenir une cible intéressante. Ton micro est fermé, Matt. Et voilà, 5 en 5 épisodes que j'oublie mon micro. Euh, ouais, quand je suis allé voir pour écrire à l'écran ces mensurations, je me suis rappelé que j'ai quelques petites notes sur lui, Luca Marelli. Euh, Lui, je l'ai vu, dans le fond, vite, vite, là, il jouait avec Ben Danford sur une même paire. Je trouvais ça particulier, deux défenseurs droitiers sur la même paire. Mais tu sais, je trouve que Ben Danford était un défenseur un petit peu plus projetable vers mon top 32. Fait que je portais plus attention à lui. Mais effectivement, Marelli il avait quand même des habiletés individuelles intéressantes au niveau de l'offensive. Mais je suis pas à me dire il serait plus haut que Ben Danford, mettons. Là, que Ben Danford est un défenseur qui est très très proche de mon top 32. Là. Mais non, c'est ça. Je me rappelle que je m'étais noté que je trouvais ça particulier. Des fois, Marley jouait à gauche, après ça, il jouait à droite. Ben Denford, il alternait quand même. Fait que, puis les deux, dans des matchs que j'ai regardés, jouaient ensemble sur la même paire. Fait que non, c'est ça, c'était quand même intéressant. De ton côté, toi, c'est un défenseur que tu pourrais voir, mettons, plus haut que Ben Denford ou au niveau de la projection, t'en es pas là encore? Plus tôt dans la saison, je t'aurais dit oui. En ce moment, non.
pour la simple et bonne raison que moi, Ben Denford, ça a été long avant que je commence à l'apprécier parce que Olinka, je l'ai trouvé excessivement mauvais. Je trouve qu'il y avait des crampes au cerveau, l'enfer tout le temps. Puis de plus en plus, je le trouve très, très bon défensivement. Malgré le fait que c'est deux droitiers, ben, je pense que c'est pas un hasard si on les a jumelés parce que c'est deux défenseurs qui se complètent très bien. Le fait qu'ils jouent avec Denford donne de la corde à Marelli pour monter justement offensivement puis aller se lâcher lousse un petit peu de ce côté-là. Mais c'est ça, comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Je pense que le profil de Ben Denford est beaucoup plus transposable à la Ligue nationale. Par contre, Denford, je pense que son plafond offensif est assez limité. Là. Ça va vraiment être un défenseur qu'on voit comme un shutdown. Marelli, ben, il a un potentiel offensif que Denford n'a pas. Donc, je pense que c'est un choix un petit peu plus risqué, qui a plus de chances de terminer d'offensive. Assurément, de plus en plus, les cartes se dessinent pour que Marelli soit quand même pas mal plus bas que Denford. C'est deux gars que je vois dans ma deuxième ronde, mais je pense que Marelli va être quand même plus bas dans ma deuxième ronde. Mais c'est ça. C'est vraiment plus une question pour moi que Marelli est un peu le même joueur que je vois depuis le début de la saison, tandis que Denford, ben, les points que j'aimais moins dans son jeu, je trouve qu'il a vraiment pris une très très grosse coche parce que il était très bon, Denford, par moment, mais je trouve que c'était très en dents de scie où il faisait des excellents jeux puis des grosses crampes au cerveau après. Un autre excellent jeu, une autre crampe au cerveau. Je trouve qu'il a réussi à ramener ça pas mal tout à un niveau avec une constance vraiment, vraiment plus régulière dans son jeu. Tu vois, j'ai ouvert mon document de notes pendant que tu parlais, puis je m'en étais fait une petite pour ce duo-là. Euh, je m'étais noté que Marelli a de meilleures activations en zone offensive pour garder le jeu à l'avantage de son équipe, tandis que Denford a peut-être des meilleures qualités pour contrer l'adversaire avec sa portée. Fait que tu sais, c'est comme deux défenseurs qui se complètent vraiment bien sur une paire. Mais je pense que Denford, il y a quand même un potentiel offensif qu'on n'a pas nécessairement vu, mais qui s'améliore depuis le début de la saison. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis, tu sais. Peut-être que Marelli est déjà très très proche de son plafond, tandis que Denford est peut-être. En tout cas, pour moi, c'est le constat que je dresse présentement, c'est que Denford est plus projetable dans la Ligue nationale en termes de profil général. Là, tu sais. Puis malgré le gabarit, il n'y a pas un mauvais gabarit, Marelli. Puis tu sais, c'est pas un gars qui est frêle ou qui se fait tasser nécessairement, mais Denford, il est vraiment fort physiquement. Là. Tu sais, Non, c'est ça. c'est un bloc en avant du filet sur le bord des rampes. Puis tout ça, le côté transposition au niveau physique, il est beaucoup plus facile à faire dans son cas. Ouais, puis dans la façon que Denford joue, tu sais, des fois, puis là, c'est drôle qu'on en parle parce que je l'ai devant moi à l'écran, là, qui est 6 pieds 2, là, mais sans même le savoir, j'aurais pas pensé qu'il était 6 pieds 2 parce que dans la façon de jouer, il joue plus comme un petit défenseur. Un gars qui active la relance puis qui est pas physique. Là, puis quand tu as Denford à côté, que lui il utilise bien son corps pour séparer l'adversaire, pour récupérer des rondelles le long des bandes, ben, tu as comme l'impression que Marelli joue petit un peu, comparativement à Denford. Fait que, Malheureusement, d'ailleurs, je sais pas si tu as eu l'occasion de visionner, mais hier, on avait un excellent match niveau scouting avec les Knights de London qui jouaient contre Oshawa, justement. Puis Denford n'y était pas, donc j'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Je sais pas s'il s'est blessé ou quelque chose, mais il était pas là dans le match d'hier. Donc Marelli a été jumelé avec quelqu'un d'autre. Ça a quand même bien été de son côté, des beaux flashs, mais j'ai hâte de voir si Denford va être à l'écart pendant longtemps. c'est la mode cette année. Les prospects qui se blessent. C'est sûr que ça peut arriver à toutes les années, puis ça arrive à toutes les années, mais j'ai l'impression, avec le top prospect dans la CHL, il y a beaucoup de joueurs qui ont pas pu y aller à cause des blessures. Puis, mais bon, c'est plate parce que des fois, ça peut influencer les rangs dans les listes, mais c'est ça. C'est inévitable quand même, dans le sens des blessures. Si on pouvait les prévenir, ça serait magique. Le Canadien aimerait bien ça, en tout cas, prévenir les blessures. Au moins, on a un Ryder Ritchie qui est, je sais pas s'il est revenu hier. Là. Moi, je l'ai vu jouer hier, fait qu'assurément, c'est tout nouveau qui est revenu. Je sais pas si c'était son premier match hier, mais on a qui commencent à revenir au moins. Là. J'imagine que Caden Lindstrom, ça devrait pas être trop trop long aussi. Là. On a des gars qui commencent à revenir aussi. Donc, Ouais, on a ben qui ça, partent, mais on a d'autres qui reviennent. parenthèse pour Caden Lindstrom, dans un game tape, les vidéos de Tony Ferrari qui analyse des matchs des joueurs avec les joueurs, Caden Lindstrom disait qu'il allait revenir mi-février, puis il est toujours pas là. Fait que ça va être à surveiller, mais ça devrait s'en venir. J'ose croire qu'il va être prêt bientôt.
Ouais, ben c'est sûr que l'équipe va tellement bien aussi en ce moment que Il n'y a pas de presse. l'offensive sort. Fait que c'est ça, je pense qu'ils doivent lui donner un petit peu de lousse en se disant on veut qu'il soit en santé puis en forme à 100% pour les séries. Puis... Exact. Exact. Dernière cible, Seb, que tu nous as proposé pour ce podcast. On en a parlé avec Pascal qui l'avait dans son top 32. Mais je suis curieux d'entendre l'évaluation que tu vas nous fournir de Stian Solberg, un grand défenseur qui évolue dans une ligue plutôt obscure du côté de la Norvège, qu'on a pu voir au championnat mondial junior également. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le défenseur Stian Solberg? Ouais, ben quand je regardais fallait que je choisisse les 5 joueurs à parler, je me suis dit que j'avais pas le choix de parler de Solberg parce que tu as raison, Pascal en a parlé au mid, au prélim, moi et Pascal, on l'avait tous les deux dans notre première ronde. Fait que c'est un gars, moi, qui frôle ma première ronde en ce moment, là, qui est parmi les joueurs qui pourraient finir fin de première ronde, début de deuxième. Mais il y a un profil qui est un petit peu plus unique que beaucoup d'autres joueurs, beaucoup d'autres défenseurs dans ce repêchage-là. C'est un gars qui est très physique, qui synchronise bien ses mises en échec. Bonne relance, bonne sortie de zone. On commence tranquillement à avoir de plus en plus d'offensives, mais tu sais, il joue dans une ligue pro, même si c'est en Norvège, pas toujours facile d'amener de l'offensive quand même à 17-18 ans dans ces ligues-là. Mais c'est ça, il est très solide défensivement, il appuie bien l'attaque. C'est un gars que je vois plus comme jusqu'à maintenant diriger des rondelles au filet puis tout ça, que vraiment commencer à faire bouger la zone offensive puis à faire des grosses passes à travers les boîtes, puis ces choses-là. Il y a un jeu un petit peu plus simple, mais je trouve qu'il est juste efficace dans tout ce qu'il fait. Puis encore là, c'est un autre profil qui se transpose très très bien à la Ligue nationale, mais pour moi, c'est vraiment le côté physique qui lui donne un petit hype de plus par rapport à certains autres défenseurs qu'on peut le comparer dans la même veine un petit peu. C'est un défenseur gaucher, donc cette année, il y a beaucoup, beaucoup de droitiers. Lui, il va faire un petit peu exception cette année du côté des gauchers. Mais ouais, puis, tu sais, je peux pas négliger qu'il y a quand même une certaine possibilité que ce gars-là développe une offensive. Puis si elle vient pas, ben c'est pas grave, il sera très bon pour contrer. Mais il y a quand même certaines qualités qui pourraient développer un peu d'offensive. Tu sais, on l'a vu au World Junior. J'ai trouvé que les performances avaient été un petit peu en dents de scie. Il y a eu des très bons matchs, des matchs un petit peu plus difficiles, mais tu fais ton possible quand tu es un défenseur pour la Norvège. Là. À un moment donné, puis tu sais, les autres à côté de toi manquent de talent beaucoup. Fait que des fois, tu te fais prendre un peu hors position parce que tu essaies de compenser l'erreur d'un autre. Puis finalement, ben, c'est toi qui es plus à ta position, mais ça devient difficile des fois de réussir à jouer de la bonne façon. Puis, tu sais, la Ligue en Norvège, moi, j'ai quand même été surpris. C'est une ligue qui a une très belle transition, qui est rapide. Tu sais, j'ai trouvé ça plus le fun à regarder que la Liga. C'est un jeu qui a plus de pace, Ouais, mais là, plus de rythme. c'est- Puis, tu sais, les attentes sont pas élevées avec la Liga, là. Non, mais tu sais, si on prend calibre pour calibre, logiquement, la Liga est une ligue supérieure, mais tu sais, quand même, au niveau exécution, puis au niveau plaisir à regarder, tu sais, j'ai été quand même surpris du niveau de la ligue, là, quand on compare un petit peu avec, mettons, la Ligue élite suisse, puis tout ça, j'ai trouvé que c'était pas si loin que ça, fait que c'est un défenseur qui se débrouille quand même très très bien dans une ligue je pense qu'on a peut-être tendance à négliger un petit peu parce qu'on voit pas vraiment de joueurs sortir de là souvent. Mais c'est un bon calibre de jeu. Ça reste une ligue professionnelle. Puis je pense qu'il fait très très bien là-bas. Prend beaucoup de minutes. Euh, ça reste un avantage quand tu joues déjà avec des pros et que tu es capable de bien faire. Peu importe qu'est-ce qu'on considère comme niveau, comme ligue pro. Ça reste des ligues professionnelles. Là. Fait que, ouais, un cheval sur qui je serais prêt à mettre de l'argent, moi, fin de première ronde, début de deuxième. Là, je pense que c'est un gars qui peut facilement valoir la chandelle. Autant tout à l'heure, on parlait de Luca Marelli qui, à 6 pieds 2, me donnait des fois l'impression qu'il jouait petit. Solberg, c'est l'inverse, tu sais, il est 6 pieds 2, plus pesant, là, il a une vingtaine de livres de plus, pareil, mais il se gêne pas pour donner des coups d'épaule comme tu le mentionnais, effectivement. Euh, Moi, je l'ai. Tu sais, Pascal en avait parlé, puis est venu le championnat mondial junior, fait que je l'ai découvert plus au championnat mondial junior. Des performances qui n'ont pas été suffisantes pour que je le place dans mon top 32, mais clairement, il y a un profil intéressant dans ce gars-là. Euh, Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est où est-ce que ce gars-là va sortir au repêchage alors que au championnat mondial junior, dans la partie où il y avait possiblement tous les recruteurs de ce tournoi-là, a connu son
pire match de tout le tournoi. Des crampes au cerveau Ouais, épouvantables. ouais. C'en était presque triste, honnêtement, parce qu'il avait connu des bons matchs dans le tournoi. Il avait été en mesure, tu sais, de s'illustrer physiquement puis d'effectuer de bonnes relances. Puis là, j'ai l'impression que ça allait peut-être un peu vite pour lui. Euh, Est-ce que de ton côté, c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'il a été exclu de ton top 32? Est-ce que ça a joué dans la balance? C'est pas juste ce match-là, mais son rendement dans un style peut-être un petit peu plus physique et rapide. Non, moi, je n'y ai pas accordé vraiment d'importance pour la simple et bonne raison qu'il est avec la Norvège. Là. Tu sais, autant Michael Branson-Nigard a gagné des points parce que j'ai réussi à me dire, tu sais, on l'a vu, il a été excellent. Puis tu dis, OK, tu fais ça avec la Norvège. Pour moi, il a gagné des points, mais j'ai un petit peu de la difficulté à t'en enlever si tu sous-performes avec une équipe comme ça dans un tournoi qui est tellement relevé. Pour moi, c'est plus un concours de circonstances où je dirais que les gars, fin de première ronde, début de deuxième, ben ça bataille pour ces rangs-là. Puis il y a juste d'autres gars pour moi qui ont un petit peu mieux fait que lui. Mais il y a encore autant ses chances de rentrer dans la fin de mon top 32 que de rester début deuxième ronde. Mais c'est pas un gars que je vois monter beaucoup, comme c'est pas un gars que je vois baisser beaucoup. Je pense que pour moi, Solberg, là, si je veux y aller là, un petit peu large pour me laisser de la corde, là, je pense que c'est un gars que je peux projeter entre 25 et 38, puis il descendra pas plus bas, il montera pas plus haut. Là. Puis, comme je dis, là, je me laisse de la corde parce que je pourrais même peut-être raccourcir un petit peu cet écart-là. Mais c'est certain pour moi que c'est un gars qui finit à peu près dans ce range-là. Puis après ça, ben, dépendant qu'est-ce que les gars autour de lui, qu'est-ce que les gars que je vois moi autour de lui vont faire d'ici le reste de la saison, vont jouer dans le où est-ce que lui finit. Mais je pense que tu sais, dans la Ligue Elite en Norvège, il y a eu ses meilleurs et ses moins bons matchs comme tout le monde, mais il y a quand même eu un niveau assez stable dans tous les matchs. Fait que je pense que moi, son avenir dans ma liste, son classement dépend plus des autres autour de lui que de lui. Là. Moi, l'évaluation que je fais de Solberg est pas mal canée, est pas mal faite, puis je pense pas qu'il y ait grand-chose qui change, même si à moins que je le vois partir sur 8 mauvais matchs de suite, puis que ça commence à décliner vraiment, je vais peut-être me poser des questions, mais en ce moment, je pense que mon évaluation sur Solberg, c'est pas mal ça, puis je pense pas qu'il y ait grand-chose qui change. Il a besoin d'être coaché un petit peu, puis de se ramasser un petit peu dans son jeu, là, un petit peu tête en l'air de temps en temps, puis à vouloir en faire trop, mais ça fait partie d'être coaché, puis d'apprendre à devenir un professionnel, puis à grow up un petit peu avec le temps. Là. Fait que c'est pareil pour pas mal tous les prospects. Là. Yes. Seb, avant de terminer, pardon, on avait une question d'un membre Patreon. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'on a comme parlé un petit peu euh, de sa formation à Oshawa tout à l'heure. C'est Pierre-Luc Lapointe qui demande là, je ne sais pas si c'est toi ou moi, je regarde le guide présentement, puis moi, Callum Ricci, je l'avais 21. Puis toi, de ton Moi, côté, je pense Seb, que c'est ça, 19. Je sais qu'il était autour de 20, là, fait que 19, ça ferait du sens pas mal. Là. ouais, il Je était vais aller voir vite 20e, fait. fait on l'avait, c'était 20 puis 21, toi puis moi, mais on était les deux plus, ben, c'est nous qui l'avait comme le plus haut, là, quand je regarde les listes des boys aussi. Euh, c'était Pascal qui l'avait 15e. C'était lui qui l'avait plus haut. Mais bref, excellente saison pour Callum Ricci dans la OHL cette année. Qu'est-ce qu'on pense de sa progression? De ton côté, Seb, qu'est-ce que tu penses de Callum Ricci qui, en début de saison, revenait d'une blessure? Comment trouves-tu sa progression? Ben, il y a une meilleure équipe avec lui, premièrement. Tu sais, Callum Ricci, quand on l'a vu au Linka, quand on l'a vu au U18, il a été très bon. Fait que quand il y avait des joueurs autour de lui, ça allait beaucoup mieux. Fait qu'il y a une partie que c'est juste ça. Il y a une partie aussi que j'ai l'impression que, tu sais, je parlais un petit peu de l'année de repêchage, des fois, qui est lourd sur certains joueurs, là. J'ai l'impression qu'il se laisse plus aller cette année. Tu sais, il joue un petit peu moins nerveux, moins stressé, moins je veux pas faire d'erreur. Puis j'ai l'impression qu'on a un gars qui joue de façon plus libérée cette année. Pas de pression, pas de stress. Puis c'est juste, je veux jouer au hockey. Là. Puis on voit le gars qui ressemble beaucoup plus à ce que c'était au Linka. Ou, tu sais, quand tu t'en vas dans des tournois comme ça, t'as pas la même pression sur les épaules parce que t'as pas le côté un petit peu on se fie sur toi
pour faire marcher cette équipe-là. Tu es avec une équipe où il y a des gars qui sont aussi bons, meilleurs que toi. Puis si l'offensive ne vient pas de toi, elle va venir de quelqu'un d'autre. Mais je pense que des fois, quand tu es dans une équipe qui est moins forte, comme était Oshawa l'année passée, ça commence à mettre beaucoup de pression quand on attend de l'offensive. Puis à un moment donné, c'est quand même des jeunes de 16-17 ans à leur année de repêchage. Fait que c'est facile de dire, ouais, mais c'est des gars qui vont être des futurs professionnels, puis tout, ouais, mais c'est encore des kids pareils, puis ça commence à te jouer dans la tête à un moment donné quand tu te dis, hey, là, ça va pas bien, puis là, les scouts me voient, puis je produis pas assez, j'ai pas assez de points, puis là, je suis tant dans une liste, mais je m'étais fixé comme objectif d'être top 15, puis là, je suis 25e dans la liste, puis tu sais, ça peut aller assez vite que ça déboule pour ces jeunes-là. On a vu tu sais, des gars qui se mettent trop de pression, on l'a vu là, avec Tristan Luneau. Fait Ouais. que c'est un petit peu la même affaire que je jouais avec Callum Ritchie cette année. Pour moi, c'est juste un gars que j'ai l'impression qu'il se laisse aller tout simplement. Puis le talent, on a toujours su qu'il l'avait. C'est pour ça que je pense qu'on a eu certaines limites à trop le descendre l'année passée. Puis moi, on en avait parlé au repêchage. Moi, pour moi, Callum Ritchie, je pense qu'il est sorti 29e ou quelque chose de même là, à Colorado. Je sais il était vraiment limite quasiment deuxième ronde. Il est sorti vraiment loin en première ronde. Puis moi, je l'avais dit à ce moment-là, excellent choix pour Colorado. Excellent choix à ce rang-là. La valeur d'un choix qu'on parle souvent, là, je pense que Colorado va sortir gagnant de ce pic-là à ce rang-là. Moi, je me rappelle au repêchage l'an dernier, ce qu'on reprochait à Callum Ritchie, c'était vraiment son apport offensif. Mais tu sais, son jeu global a toujours été une force chez lui. Mais l'offensive, on s'attendait peut-être à plus. Puis tu sais, on a contextualisé, comme tu viens de le mentionner, que l'équipe était peut-être, il était peut-être pas très bien entouré. Cette année, il est mieux entouré. Mais est-ce que c'est juste parce qu'il est bien entouré qu'il produit plus cette année? Moi, je n'irais pas dans ce sens-là. Je trouve que cette année, la façon qu'il joue, il rend vraiment ses coéquipiers meilleurs. Puis je trouve que globalement, il joue de façon assez similaire à l'année passée. C'est juste que là, les points s'accumulent plus parce qu'il est entouré. Mais dans la façon qu'il joue, je trouve qu'il c'est pas lui qui bénéficie strictement de ses coéquipiers. Je trouve que c'est ses coéquipiers qui bénéficient beaucoup de lui. Euh, on l'a vu immédiatement quand il est revenu à Oshawa, l'impact qu'il avait sur l'avantage numérique. C'est un gars qui contrôle le jeu en zone offensive, puis il voit ses coéquipiers, il alimente bien ses coéquipiers, il fait bien progresser le jeu, puis c'est un gars qui est super responsable en plus. Fait que, tu sais, j'ai rien à dire contre la progression de Callum Ritchie. En fait, il répond aux attentes qu'on a placées envers lui l'année passée. Le profil qu'on voyait se dessiner de Callum Ritchie l'année passée, c'est un peu les résultats qu'on voit cette année. C'est juste que les résultats étaient peut-être un petit peu moins là l'année passée, ce qui expliquait pourquoi il pouvait descendre dans des listes. Mais non, c'est ça. Je suis très satisfait de la progression de Ricci, qui est un meneur dans son équipe en général, honnêtement. Je vais surfer un petit peu sur ce que tu viens de dire à propos de rendre les autres meilleurs. Je ne sais pas si ça fait quelques matchs que c'est comme ça, mais dans le match d'hier, il a été jumelé à Beckett Seneke. Puis, tu sais, moi, je disais au podcast de mi-saison que, tu sais, Beckett Seneke, pour moi, c'est un petit peu une question de constance, où il y a des soirs que je le trouve vraiment partout sur la glace excellent. Puis d'autres matchs où il est bon, mais pas au niveau que je m'attends. Fait que j'ai hâte de voir, parce que hier, ça a vraiment bien marché les deux. J'ai hâte de voir si on va les laisser jumeler ensemble, parce que pour moi, le fait de voir Seneke avec Richie, si ça continue à bien fonctionner comme ça, ben, directement, ça pourrait influencer le classement de Beckett Seneke dans ma liste finale aussi. Ah, puis tu sais, c'est Seneke, si justement il est jumelé à un gars hyper responsable comme Richie, ça peut lui permettre justement de s'exprimer encore plus avec la rondelle. Puis tu sais, Richie, autant il est complet, autant que Seneke, en récupération de rondelle, il est hyper efficace. Fait que les deux peuvent contribuer sans la rondelle au trio. Puis offensivement, peuvent s'aider un et l'autre. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas vu le match, mais on dirait qu'avec les deux profils que j'ai en tête de ces gars-là, pour moi, je suis pas surpris de ce que tu me dis au niveau du fit naturel de ces deux joueurs-là. Là, tu sais. Qui crée de l'espace pour Richie en plus. Il est tellement bon en échec avant et en fond de territoire, comme tu dis, que
ça crée de la place à laisser parler le talent un petit peu d'un Callum Ritchie. Là. Il y a tellement d'espace pour travailler après que ça lui facilite la vie aussi. Je pense que les deux se complémentent très bien. En tout cas, sur le match que j'ai vu, là, parce que l'échantillon est très très court à aller voir ensemble, mais du moins hier, ça a vraiment, vraiment bien été ensemble. Alright, Seb, exercice très plaisant à faire. Pour vrai, je suis très content des joueurs que tu nous as parlé. Puis c'est le fun parce que ça fait du contenu supplémentaire. Tu sais, à l'extérieur des top 32, ça nous fait découvrir des joueurs. Tu sais, c'est des joueurs qu'au repêchage, s'ils sortent en troisième ou en quatrième ronde, tu sais, c'est des rondes qu'on ciblait un peu pour certains joueurs. Ben, les gens qui nous écoutent vont savoir c'est qui. Tu sais. Puis c'est un peu la mission qu'on se donne au TSLH Espoir. On le dit souvent, c'est pas. Le but n'étant pas de deviner qui le CH va repêcher, puis quel joueur va sortir où, mais plutôt d'informer nos auditeurs, d'informer nos lecteurs pour que le jour du repêchage, il y ait le moins de surprises possible. Je me rappelle l'année passée, en troisième ronde, il n'y avait pas beaucoup de surprises quand Jacob Fowler a été repêché chez nos auditeurs et nos lecteurs parce qu'ils savaient c'était qui. Owen Beck, même chose, Philippe Méchard, fait que je trouvais ça important, puis je trouvais ça surtout intéressant de faire ce modèle-là de podcast après le top 32 pour aller vraiment chercher des petites cibles plus tard dans le repêchage puis les présenter à nos auditeurs. Fait que merci de t'être prêté au jeu. Je vais le faire moi aussi. Y a pas, j'ai pas parlé de mes 5 prospects que je veux présenter, mais je vais le faire. La raison pourquoi je le fais pas dans cet épisode, c'est que je vais probablement le faire dans l'épisode avec Pascal. Mais je me suis mis à regarder les gardiens de but pour mon décompte des gardiens de but. Fait que j'aimerais ça au moins en présenter un si c'est pas deux. Fait que je veux me donner un petit peu le temps de ramasser des visionnements de certains. Fait que voilà, je vais sûrement vous présenter un gardien biélorusse ou russe. Peut-être. On verra. Seb, merci beaucoup d'avoir participé au TSLH Podcast. Toujours un plaisir de te recevoir. Merci aux gens qui nous écoutaient également. Puis, ben, on va se revoir dans un prochain épisode. Merci à tous.